Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Une explosion d'une grande ampleur s'est produite hier à Ouagadougou. Le bilan fait état d'un mort et d'un blessé grave. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Et puis la date des prochaines élections couplées de la présidentielle et des législatives est connue. Il s'agit du 22 novembre. L'information a été donnée hier au cours du Conseil des ministres. Des détails dans un instant. Enfin, au Togo, le processus électoral est enclenché depuis ce matin. La campagne électorale pour la présidentielle du 22 février bat son plein. De Lomé à Kara en passant par Dapaong ou Atakpamé, les 7 candidats en lice battent le pavé pour se faire élire au soir du scrutin. On en parle dans ce journal. Voici pour les titres de ce 12h50. Merci de nous suivre. Mercredi sombre pour les habitants du quartier Senyiri, c'est dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. L'explosion d'un réservoir de camion Benz est survenue dans la matinée d'hier dans un garage automobile. Le bilan fait état d'un mort et d'un blessé grave. Plusieurs camions stationnés dans le dit garage ont été également touchés par la forte explosion. Benjamin Kwame et Achille Ouedraogo étaient sur les lieux. Ils nous en disent plus. Voici ce qui reste du camion Ben venu pour un dépannage au sein du garage Wangrao. Tout serait parti d'un exercice de soudage que s'affairait le responsable des soudeurs au sein du garage. Et la soudure se passait sur le réservoir de ce camion. Par mégade ou par inattention, on n'en sait rien, mais le réservoir contenant assez de carburant s'est explosé, projetant ainsi le nommé Adama Sanou à quelques mètres de sa position, de l'avis du collaborateur du désormais défunt. C'est Adama même en question là. Le patron de soudure là même en question qui est resté là-bas. Camion Ben remorque là, clinker. Okay. Il était en train de souder un camion et le réservoir s'est explosé à feu. Donc le gasoil là versé sur lui. Et j'étais deux. J'étais en train de souder là-bas. Et c'est le patron même qui est resté dans le feu là. C'est cette réservoir là, c'est ici là que ça s'est explosé. Et même lui même en question, c'est là qu'il est venu rester. À côté de lui se trouvait le chauffeur du camion qui lui a été brûlé, mais fort heureusement a eu la vie sauve et transporté d'urgence dans un hôpital. Le chauffeur là, bon, je ne le connais pas, mais il dit qu'ils l'ont amené à l'hôpital de Blaise Compaoré. Selon les explications du garagiste, le feu s'est vite propagé à cause des nombreux véhicules présents sur le site et contenant tous du carburant. Ces camions ont pour la plupart été calcinés ou presque. Même si le feu a été maîtrisé par les soldats du feu, l'opération n'était pas assez aisée. Les sapeurs-pompiers qui ont venu à l'aide, c'est eux qui ont pu éteindre le feu là. Avec l'embouteillage, c'est quoi, ils consortent et ne peuvent pas venir à temps. Mais vraiment, ils ont fait de leur mieux et ils ont pu éteindre ça. Ils ont souffert en tout cas ici. Avant notre arrivée, les autorités militaires et administratives y avaient fait un tour sur le site pour les constats d'usage. Pour l'heure, le garage reste fermé pour élucider clairement les circonstances de ce drame. Notez-le, ce n'est pas un camion-citerne qui a explosé, mais plutôt le réservoir d'un camion Ben remorque. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, un camion de 10 tonnes transportant 110 fûts d'essence est renversé au rond-point Nabazanré à Koupela. L'accident est survenu dans la matinée de ce jeudi même, aux environs de 6 heures. Pas de perte en vie humaine, mais on signale des dégâts matériels importants, nous annonce la brigade des sapeurs-pompiers. Cette information aussi, avant de poursuivre, des individus armés non identifiés ont attaqué des civils hier dans le village de Kontega sur l'axe Bourzanga-Nafo. Le bilan provisoire fait état de 3 personnes exécutées à l'arme blanche. En rappel, c'est dans cette même région que 6 personnes ont perdu la vie suite à une attaque terroriste le 4 février dernier. Le 22 novembre prochain, les citoyens burkinabés sont appelés aux urnes pour élire le président du Faso et les députés. L'annonce a été faite hier au terme du traditionnel Conseil des ministres. Le décret portant recrutement de volontaires pour la défense de la nation était également au cours des échanges. Gildas Da nous donne la teneur de ces échanges. Les élections auront bel et bien lieu cette année. Le décret du Conseil des ministres, avec y compris une précision quant à la date de la tenue du vote couplé, présidentielle et législative. Plus techniquement, on appelle cela la convocation du corps électoral et qui est prévue pour la date du 22 novembre 2020. Donc le 22 novembre 2020, le corps électoral est convoqué pour les élections présidentielles et législatives.
Et les décrets donc pour 3 postulats assez importants. Il s'agit dans un premier temps de la convocation du corps électoral. Deuxièmement, de la précision des circonscriptions électorales en ce qui concerne les élections législatives. Donc nous avons la liste nationale composée de 16 députés et nous avons la liste au niveau des provinces composée de 111 députés pour un total donc de 127 députés donc au niveau de l'Assemblée nationale, je crois. Autre décret adopté, celui portant statut des volontaires pour la défense de la patrie. La loi a été appelée de tous ses voeux par le président du Faso après l'attaque terroriste de Bungu. Aujourd'hui, nous avons adopté un décret portant donc statut des volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit donc de 5 chapitres, 8 sections et 32 articles. Et ce décret-là est le fruit du travail d'une commission qui a été mise en place avec la présidence du Faso, le ministère de la Défense nationale des anciens combattants, l'administration territoriale et le ministère de la Sécurité. Le Conseil des ministres a aussi adopté un rapport relatif à l'organisation de la Journée internationale de la femme. Le thème de cette année est « Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes ?» Autre sujet et non des moindres abordé lors de cette rencontre hebdomadaire, la situation des Burkinabés vivant à Wuhan en Chine, ville d'où est parti le coronavirus. À ce sujet, le Conseil des ministres a instruit le ministre des Affaires étrangères de faire le nécessaire pour le bien-être des Burkinabés résidant dans cette ville. Au Togo, l'heure est à la campagne électorale. 7 candidats, dont le président sortant Faure Essozimna Gnassingbé, sont en liste pour le scrutin qui va connaître pour la première fois de l'histoire du pays la participation des Togolais de la diaspora. Du côté des opposants, on peut citer Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, et Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, ancien premier ministre sous Gnassingbé Yadema. Dans un message diffusé à la télévision nationale, Tchambakou Ayassor, le président de la CENI, a rappelé aux candidats les règles à respecter dans le cadre de la campagne électorale. Il s'agit entre autres de l'interdiction de dons et libéralité en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote. La campagne doit s'achever 24 heures avant le jour du premier tour du scrutin fixé au 22 février. Chose promise, chose due, la feuille de route longtemps clamée par le panel des anciens et des personnalités pour la paix et la réconciliation nationale est fin prêt. La substance de son contenu a été dévoilée hier à la presse. Il s'agit d'un ensemble de recommandations formulées à l'endroit des gouvernants et de la population. Objectif, travailler à réconcilier le peuple burkinabé et favoriser le retour de la paix et de la cohésion sociale. Clara Soumoné et Constantin Da pour les détails. La feuille de route de l'appel de Maniga est fin prête. Le panel des anciens et des personnalités pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso, le PANAPAX, l'a publiquement dévoilé ce mercredi et ça s'est fait à Ouagadougou. L'objectif de cette feuille de route est de favoriser la réconciliation des fils et filles du Burkina Faso, aboutir à un nouveau départ grâce à des solutions africaines fondées sur des valeurs humaines traditionnelles. Ce qu'on a présenté essentiellement, c'est la philosophie qu'il y a, ce sont les valeurs qui sont sous-jacentes donc à cette feuille de route, parce que cette feuille de route ramène la perspective africaine de résolution des conflits et des problèmes dans la société. Et donc, comme vous le savez, les sages sont conciliateurs, sont négociateurs, sont arbitres, sont conseils dans la société. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils ont conçu et donc rendu public cette feuille de route à l'intention d'un certain nombre d'acteurs. La feuille de route de l'appel de Maniga est un ensemble de recommandations adressées à tous les Burkinabés, mais avant tout aux leaders politiques et aux autorités coutumières et religieuses. Des suggestions qui ne seront bénéfiques que si elles sont accompagnées de volonté politique. Tous ceux aujourd'hui qui prétendent à la candidature en 2020 sont signataires et sont dans la première colonne des 100 premiers signataires de l'appel de Maniga. Quand nous l'avons fait, c'était justement parce qu'on voulait les tenir par leur engagement. Voilà. Donc cette volonté aussi, il faut la créer. Je crois que de plus en plus, il y a un impact qui est lié à la question de la réconciliation. Hier, la question de la réconciliation était une affaire de politique. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de politique. Vous avez des acteurs intermédiaires aujourd'hui qui en parlent, qui en font aujourd'hui l'écho. Donc ça veut dire que quelque part, la volonté finira par naître, même si elle n'existe pas. Il est question de paix, la paix au Burkina. Le PANAPAX préconise entre autres la condamnation expresse des actes de violence de 2014 et de 2015,
des actes de contrition publique et de repentir, le pardon et le retour des exilés politiques. Mais l'on pourrait se demander si le nœud du problème est trouvé par l'appel de Maniga. Justement, quelle est la quintessence de cette feuille de route? Lukman Sawadogo, président du comité de l'appel de Maniga, nous en dit plus, toujours au micro de Clara Sou-Moné. Dans cette feuille de route, il y a ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale s'articule autour de recommandations assez importantes, comme par exemple le fait que l'autorité publique, les autorités morales, donc les religieux, les coutumiers, puissent condamner les actes anti-valeurs, notamment les destructions, les incendies de domiciles en 2014 qu'on a vu, mais également en 2015 pendant le coup d'État. Nous avons aussi demandé, et donc la recommandation des sages va aussi prendre en compte aussi la question de contrition publique. La contrition, bien sûr, qui concerne les acteurs de l'insurrection populaire et aussi les acteurs de l'initiative de modification de l'article 37. Parce que la conjugaison de leurs actes a posé un grand tort, un grand préjudice à la société et qu'il faut réparer ce préjudice-là. Il nous faut donc leur demander de faire acte de contribution publique, chacun à sa manière, selon sa conscience, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Du moins, il sait ce qu'il veut, il veut faire, il sait ce qu'il veut pour la société, il peut faire cet acte de contribution. Il est aussi question du retour des exilés politiques et autres. La question est toujours d'actualité. Les sages ont aussi recommandé que l'État prenne des mesures favorables pour permettre à ces exilés politiques-là de revenir au pays et de participer à la dynamique de réconciliation nationale. Et à ces exilés aussi, leur a été demandé de faire donc une demande expresse adressée aux autorités du pays, bien sûr, de manifester leur intérêt, de revenir au pays et peut-être de manifester, d'exprimer peut-être les problèmes qui sont liés à eux. Le président américain Donald Trump, jugé depuis le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'action du Congrès, a été acquitté hier par le Sénat. Le Sénat américain a estimé par 52 voix sur 100 que Donald Trump ne s'était pas rendu coupable d'abus de pouvoir. Et par 53 voix sur 100, il a également estimé qu'il ne s'était pas rendu coupable d'entrave à la bonne marche du Congrès. La procédure entamée en septembre par les démocrates est donc terminée. Même si le président n'est pas destitué, elle laissera tout de même une tâche sur le mandat de Donald Trump. Seuls 3 présidents américains ont subi un tel affront dans l'histoire des États-Unis. Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 et donc Donald Trump. Dès l'annonce de son acquittement, Donald Trump a tweeté dans un montage vidéo préfigurant une présidence éternelle. Il s'exprimera ce jeudi depuis la Maison-Blanche pour, dit-il, évoquer la victoire du pays contre cette mascarade. La Guinée équatoriale vient en aide à la Chine, confrontée depuis quelques mois à l'épidémie du coronavirus. Ce geste, évalué à plus d'1 milliard de francs CFA, est une marque de soutien et de solidarité à la Chine, dixit le gouvernement équato-guinéen dans un communiqué publié sur son site web. Le coronavirus apparu en décembre dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, a déjà tué plus de 490 personnes et fait 24 300 contaminations dans le pays. Un geste qui vient donc renforcer la coopération entre les deux pays quand on sait que la Guinée équatoriale entretient des liens économiques forts avec Pékin depuis que le pays s'est lancé dans une forte politique de grands travaux financés essentiellement grâce aux revenus du pétrole. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Oumou Konaté vous donne rendez-vous demain. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.